Y aller? Oui. Alors, aujourd'hui on accueille un pianiste qui s'appelle Georges Rabol. Alors je peux dire que vous l'avez sûrement déjà entendu dans une des nombreuses émissions de radio auxquelles il a participé, vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision, en compagnie de Michel Legrand notamment. Vous avez peut-être déjà vu des films pour lesquels il a écrit la musique, des films de Luis Buñuel particulièrement. Alors Georges, c'est un pianiste qui joue de la musique classique, du jazz, de la salsa, il peut tout faire quoi. Alors je le laisse faire. Bravo! Oui, là, bonjour, nous sommes évoqués la cabine d'un 747, cette cave. C'est à peu près la largeur d'un 747, alors on va prendre ce 747, on va aller s'envoler un peu aux Antilles, on va aller dans les Caraïbes, avec la biguine, la salsa. Alors c'est un rythme particulier, j'ai eu hier donc, quelques élèves de piano, on a vu ensemble certains rythmes, la façon d'articuler un peu cette salsa. Alors je dirais pour les bassistes qui sont présents là, souvent c'est une musique qui omet d'appuyer les premiers temps. Hein? C'est-à-dire que les basses se placent vraiment à syncope, les basses sont souvent en l'air. Hein, on a ce système-là. C'est très particulier, donc le balancement, naturellement, dans la vraie formation de salsa, il y a toutes les percussions, il n'y a pas de batterie, hein, on a une espèce de fausse batterie en même temps avec les timbales, avec une possibilité de grosse caisse, hein, jouer au pied. Il y a surtout les percussions, les congas, bongos, les accessoires, ce genre de choses. Et chacun fait, dans le style africain, c'est-à-dire des choses relativement simples, des figures relativement simples, mais qui se superposent les unes aux autres, qui s'articulent dans un ensemble. Alors ce qui est extrêmement complexe, parce que ça doit tourner, parce que s'il y a un élément dans cet ensemble qui n'est pas vraiment bien assis, il y a une corruption pour tout l'ensemble. Hein. C'est très dangereux, surtout ce que je vous dis avec la basse. Avec la basse, avec les déplacements, donc des plus de basse, hein, où les premiers temps sont souvent, donc, et même carrément omis. Hein. La basse est à vide en silence. Les premiers temps de la basse en silence. Donc il faut bien intérioriser cette espèce de mouvement circulaire, une espèce de balancement, ce qu'ils appellent là-bas aussi à caballo, donc à cheval, hein, côté à cheval, côté du cavalier, tout ça. C'est vrai qu'il faut arriver à articuler ça, surtout dans un ensemble. Alors je vais illustrer ce que je viens de dire, je vais débuter par un morceau de composition à moi, que j'ai appelé Sandragon. Sandragon, c'est une couleur dans la peinture, les peintres connaissent ça, c'est une couleur un peu autour du rouge, on parle du rouge du dragon, hein, du sang du dragon. Et donc c'est une composition que j'ai faite qui évolue entre la biguine et le salsa, et puis bon, j'ai introduit d'autres éléments, des rapports, il y a tout un voyage, donc avec Sandragon. Ah oui. On a fait des coussins. Nicolas, coussin. Ça va, il reste. On tricote.
présenter des structures. La musique baroque, donc dans la musique classique, donc il y a des époques. La musique classique, on regroupe comme ça sous l'étiquette classique différentes écoles de musique, dites savantes ou sérieuses, comme on veut. Mais l'école baroque, donc du XVIIe et XVIIIe siècle, est très proche de ce caractère, justement, avec les rythmes, l'emploi de notes inégales, des conventions qu'il fallait observer dans la musique du XVIIIe siècle. Donc il y a quelque chose de très proche, d'autant plus que là aussi, dans le XVIIIe siècle, il y avait aussi la danse, le côté de musique populaire qui intervenait. Donc les compositeurs savaient utiliser les thèmes populaires, les danses populaires, donc la danse, parce que c'est vrai que la musique, on ne peut pas trop la séparer de la danse. Dans certains cas, on est obligé, mais je veux dire que le fondement, le sang, même l'alimentation de la musique, c'est par la danse. C'est vraiment cette pulsation, cette circulation. Hein, et donc là, on l'a vu dans la salsa. J'aimerais prendre un autre aspect, l'aspect un peu différent, c'est-à-dire qu'on a vu ici hier avec les élèves, c'est-à-dire sur la bossa nova du Brésil, là aussi, élément rythmique. Et là, c'est plus ces appuis de basse, là on n'a pas du tout ces basses en syncope à la basse, comme je l'expliquais à l'instant. Là, on a vraiment des appuis de marche, mais au-dessus de cette marche, bien appuyée sur la basse, on a ces syncopes, ces arrivées en l'air, ces arrêts comme ça, c'est vraiment de la danse, les mouvements, c'est l'expression du corps. Là, je vais jouer donc une bossa nova d'Edu Lobo, qui est un compositeur qui est assez ancien maintenant au Brésil, mais qui est très intéressant, qui est un chanteur et guitariste, qui a eu plusieurs périodes musicales dans sa carrière, et il y a des bossa nova anciennes qui sont très très intéressantes. Je vais vous en jouer une qui s'appelle Boranda.
Voilà. J'aimerais prendre un thème très connu. J'ai vu que quelques-uns qui vous l'avez travaillé, c'est le Live Badlands de Georges Shearing. Georges Shearing, un pianiste et compositeur très fameux dans les années 40, 50, qui a écrit beaucoup de thèmes à succès, dirons-nous, parce que en même temps ça avait été pris dans les chansons de l'époque, dont ce thème, le Live Badlands, avait été une chanson, il y avait une version française, la Lola ou la légende du pays des oiseaux, qui a été chantée par Jacqueline François à l'époque, tout ça, c'était un peu vulgarisé, pas dire. Et il avait une formule, ce Georges Shearing, assez intéressante. Il avait une espèce de combinaison du piano et du vibraphone, qui jouait en osmose, des mises en place, des arrangements qui étaient combinés. Donc avant l'histoire du MJQ, Polyphonic Jazz Quartet, c'était déjà un peu le prototype de cette formation que John Lewis avait popularisée. Et Shearing donc est joint avec une guitare, il y avait le guitariste, il y avait donc le vibraphone et piano, donc ça en combinaison étroite, plus basse et batterie. Alors ce fameux thème, le Live Badlands, que je joue là en balade, je le joue à 3 temps.
thèmes comme ça très, très célèbres qui ont été joués, rejoués. Ça a le fait de changer même la rythmique de base, enfin, la pulsation de base, 4 temps ou 3 temps, permet de relancer un peu l'imagination sur des thèmes qu'on dit un peu épuisés, fatigués. Donc il y a toujours des possibilités de les relancer quand ils sont très beaux à la base, comme celui-là. C'est un thème très lyrique, c'est le thème de Chéri. On va revenir là au côté antillais de la Martinique avec un rythme assez spécial que peu d'entre vous connaissent, qui est la mazurka créole. C'est bizarre, la mazurka créole, c'est la mazurka en tout cas, danse polonaise qui se retrouve aux Caraïbes, aux Antilles. Quel chemin, hein, n'est-ce pas? C'est incroyable, c'est comme ça. Justement, la mazurka était très en vogue à Paris sous Napoléon III, particulièrement avec la polka, les quadrilles. Et les colons aux Antilles françaises, à Martinique et Guadeloupe, donc, qui étaient à l'affût de la mode, donc voulaient entendre, voulaient danser la mazurka. Et les esclaves, enfin les descendants d'esclaves africains, donc les Noirs antillais, eux africanisaient un peu ce qu'ils entendaient. S'ils n'avaient pas tellement de possibilité d'utiliser leur langage africain traditionnel, le gros-ka par exemple, le tambour traditionnel qui était à portée d'Afrique, parce que c'était un peu interdit, c'était mal vu par les autorités de jouer, surtout au XIXe siècle, c'était donc très mal vu de jouer les tambours africains. Souvent c'était des signes de révolte, enfin, pas de problème de genre. Donc c'était obligé de se réunir un peu en secret pour jouer les tambours africains. Mais par contre, bon, on leur laissait liberté d'adapter les danses qu'ils écoutaient donc chez les colons, la musique qui était donnée dans certains théâtres, surtout à Saint-Pierre de la Martinique, puisque Saint-Pierre de la Martinique était une ville très, très importante, très peuplée. Et donc la mazurka, on revient à la mazurka, donc qui jouissait d'un grand succès dans les danses de salon. Et donc les Antillais ont transformé un peu ce rythme de mazurka, ils l'ont africanisé un peu. Et donc il y a eu toute une suite de mazurka créole, et c'est devenu une espèce de type musical, de genre musical, de mazurka créole. Alors je vais vous en jouer une, mais sur quelque chose un peu inédit, sur un thème de Michel Legrand, que vous connaissez, en tout cas Michel Legrand, et peut-être ce thème aussi, la valse des lilas. La valse... Bon, alors, je vais faire une version là-dessus. Vous connaissez donc ce thème, c'est qui est joué souvent en valse, jazz et tout ça, et je vais en faire une version mazurka, avec un mazurka à série très tranchée dans le 3 temps. En plus, avec l'africanisation, donc, déjà la mazurka polonaise est très tranchée sur les deuxièmes temps, sur les arrêts, et là, l'africanisation, encore des balancements en plus, hein, donc cette espèce de 3 temps très, très marqué dans ces 3 temps. Hein, un tempo assez modéré, hein, toujours jamais trop rapide, mais extrêmement marqué dans le détachement des temps. Donc voici, sur la valse des lilas, Michel Legrand, l'exemple de mazurka créole.
on va y rester encore un petit moment avec une biguine, un thème de biguine folklorique de la Guadeloupe. C'était une biguine célèbre là-bas, enfin, qui se joue par les musiciens guadeloupéens là-bas, et c'est une musique dont les compositeurs sont encore en vie. Il s'agit d'Albert Lirvac, un tromboniste. Quelques-uns peut-être vous le connaissent, c'est un tromboniste antillais qui joue dans tout style folklorique.
Donc de Baviera est en association avec un clarinettiste qui s'appelle Édouard Marietta. Et cette biguine s'appelle Touloulou. Touloulou, ben, en fait, le Touloulou, c'est le nom du petit crabe là-bas. C'est un côté qui sert à la gastronomie, dans la cuisine antillaise, une variété de crabes. Des petits crabes, un peu Touloulou. Et c'est une biguine donc là, que j'ai adaptée, donc arrangée. Donc, voici ce Touloulou. Voici.
reprendre un peu une balade, quelque chose de plus calme apparemment. J'ai parlé tout à l'heure de John Lewis, de l'Institut, il y a un thème que j'aime beaucoup de John Lewis, souvent de sa grande période de Madagascar Quartet, c'est un morceau qu'il avait dédié à Django Reinhardt. Il s'appelle tout simplement Django. C'est un morceau extrêmement qui a eu beaucoup de succès à l'époque, quand c'est sorti. C'était un gros succès avant deux disques, c'est vrai, ça a marqué beaucoup de gens. C'est un thème très intéressant parce qu'il est là aussi, je parle de musique baroque, et il est un peu basé sur une structure baroque. Et d'ailleurs, je vais m'en servir à un moment donné. Je vais faire une évocation baroque dans ce morceau. Donc, je vais vous jouer ce Django, que vous connaissez, je crois que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un très beau de caractère.
Qui sont structurés de cette manière, on retrouve des constantes dans cette époque. On peut en faire des pièces baroques, on pourrait en faire un élément de sonate de Beethoven, on pourrait faire, etc., etc. C'est vrai que là, ça se passe en dehors, ça transgresse un peu la forme, donc là, c'est la marque d'une grande composition, d'une grande vue dans la composition, hein, sur la trame elle-même de cette composition. Nous allons continuer. Je vais prendre une petite balade avec 3 temps, mélange de 3 temps et de 4 temps. Une base de chanson américaine, Test Funny. Oui, c'est beaucoup de charme, c'est une belle mélodie. Et bon, je l'ai transformé avec une partie 3 temps et une partie 4 temps.
fait je vais faire une petite digression avec le tango. C'est vrai que le tango, souvent, ce qu'on entendait dans les balles a été un peu une trahison de ce que peut représenter véritablement le tango argentin, qui est une grande expression folklorique, plus que folklorique, une espèce de signe de ralliement, toute la nostalgie des habitants, tout ce problème de l'Argentine se trouve réuni dans cette forme musicale du tango. Mais le tango est lui-même subdivisé, enfin, il y a toutes des genres différents, parce qu'il y a la milonga qui est plus, disons-nous, un style plus campagnard, plus de la pampa. Et le tango, donc, l'évolution qu'on a connue ici, malheureusement, avec un rythme toujours égal, une espèce de rythme militaire, je dirais, qu'on a dans les balles, le tango que l'on donne. Et à partir d'une certaine époque, notamment avec Horacio Salgan, avec Astor Piazzolla, il y a eu un tango de concert en est revenu, une forme, comme pour le jazz, on se réunit, là, comme ici les gens, à Buenos Aires, viennent écouter du tango. Viennent écouter du tango, aussi bien jouer que chanter, parce que c'est vrai que le chant aussi est très important pour le tango, pour cette forme. Parce qu'il y avait souvent une improvisation au départ, quand cette forme du tango est née en Argentine. Il y avait comme dans le blues, une espèce d'improvisation vocale sur des événements qui marquaient le chanteur, et donc il est en train d'improviser sur le moment, une espèce de texte quelquefois versifié. Et bon, il y avait des instrumentistes. Alors au départ, c'est vrai que le tango, quand il est né en Argentine, il n'y avait pas le bandoneon, hein, c'était guitare, sèche, guitare électrique, les flûtes, un violon, un espèce de violonneux qui jouait. Et ça se résumait à peu près à ça, l'instrument, avec le chant, finalement, cette partie improvisée du chant, avec un texte sur une musique, sur une mélodie donnée. C'est vrai que le chanteur, donc improvisait un texte sur une mélodie, comme le faisaient un peu en Europe certains chansonniers qui improvisaient sur des mélodies de chansons, sur des complaintes. Et puis ensuite est arrivé le bandoneon en Argentine. Le bandoneon, c'était une longue histoire, parce que c'est un instrument qui n'est pas né en Argentine, le bandoneon. Il a dû sa carrière en Argentine, c'est vrai, mais il est né, c'est un instrument qui a été inventé en Allemagne. C'était un instrument qui devait remplacer à l'origine, il avait été prévu pour remplacer l'harmonium dans les temples, dans les églises. C'est une espèce d'harmonium portable, c'était très pratique. Ça évoque un peu le son d'ailleurs, hein, de l'harmonium, on peut donner avec le bandoneon, si on joue sans trop vibrer, on est assez plate, on peut arriver à donner, c'est vrai, une illusion d'harmonium, pardon. Mais l'important, c'est que cet instrument en Allemagne a fait un fiasco absolument incroyable, ça n'a absolument pas marché. Donc, et curieusement, cet instrument va faire carrière donc, dans les bordels de Buenos Aires, puisque c'est là où le tango aussi va naître, là, dans les maisons closes, là aussi, c'est une espèce d'âpreté, de côté terrible de l'Argentine et tout. Donc, ce tango qui naît dans ces maisons closes, et là le bandoneon va être découvert et va être l'instrument dominant de cette forme musicale. Et ce tango donc, va suivre une certaine évolution, va être révélé à Paris en 1925, et puis vers 1940-50, il y a des musiciens qui vont se pencher sur son cas et en faire de la musique à écouter, hein, comme dans les boîtes, comme dans les clubs de jazz, dans les boîtes de jazz, hein, on a écouté du tango. Là, je vais vous jouer donc un tango qui est dans cette optique. C'est un tango d'un pianiste, très grand musicien argentin qui est toujours vivant, il s'appelle Horacio Salgan. Un musicien qui sort peu, malheureusement, de ses frontières. Il reste en Argentine. Il a fait juste, il y a quelques 3 ans, il est venu à Paris, au trottoir de Buenos Aires, d'ailleurs, qui est un club spécialisé pour musicien du tango. Il est venu donc jouer en duo avec piano et guitare. Et là, je vais vous jouer donc un tango de ce pianiste-compositeur. Et ce tango est dédié d'ailleurs à un musicien argentin. Et il s'appelle Don Agustin Bardi.
accélération, donc il y a des ralentis, des accélérés, des suspens. Hein, on n'est pas du tout dans une rythmique implacable là. Il s'agit de réunir l'ensemble de la pièce, de voir très loin, donc du début, là où on commence et où on va aboutir, et à l'intérieur, de faire varier les pulsations, les moments, les grandes nostalgies, les élans impétueux, tout ça. Ah, c'est toute une autre démarche dans la musique sud-américaine. Dans le tango argentin, surtout sous cette forme-là, sous cette forme de tango de concert. Bon, nous allons terminer avec une. Peut-être je vais revenir aux Antilles françaises, avec la Martinique, je vais terminer avec un medley de Begin traditionnel, qui n'a plus d'auteurs, qui font partie du front commun. Hein, il y a une Begin, la première, c'est Aïda Mizo, c'est une Begin qu'on jouait à Saint-Pierre de la Martinique avant l'éruption en 1902. C'était une Begin qui traditionnellement terminait les balles. On finissait les balles par cette Begin Aïda Mizo. Ensuite, je jouerai une maladie d'amour que M. Henri Salvador s'est approprié, mais qui est du folklore donc très ancien. Je ne sais pas d'ailleurs qui a écrit cette musique. Et puis, je terminerai par Batoa, qui est aussi un très vieille Begin du 19e siècle. C'était à l'arrivée du bateau du gouverneur dans la Rade, Batoa qui est dans la Radia. Hein, c'est ça. Donc, voici ce medley de 3 Begin pour terminer.
thème ancien de Benny Golson, on parlait tout à l'heure avec Christian. Ambroise, ouais, Benny Golson, justement, il y a un thème que j'aime beaucoup, beaucoup de caractère, beaucoup d'ambiance, c'est Whispernote. Voilà, je vous laisse Whispernote.